Allô, moi c'est Libertad Et moi, c'est America. et vous écoutez notre nouveau podcast Open Break. Bon, c'est excitant. Bienvenue. Merci d'avoir cliqué sur notre projet un peu fou. Notre nouveau podcast, Libertad. C'est fou. Ouais, ça fait un petit bout qu'on en parle, puis c'est vraiment cool qu'on est finalement en train de le faire. Exact. Ça nous a pris beaucoup de temps. Je dirais un bon 4 ans. Ouais. Et comme les podcasts sont très, très populaires en ce moment, on s'est dit pourquoi pas. La salsa, la bachata, la danse latine, c'est notre passion. On finit tout le temps par en parler. Oui. Fait qu'un podcast qui parle de la danse latine, mais surtout, tu sais, dans le cadre de la scène montréalaise et québécoise, je pense que c'est ça qui nous parlait le plus. On va commencer tout de suite parce que là... L'épisode 0, honnêtement, c'est là pour expliquer c'est quoi l'idée derrière ce podcast et qu'est-ce qui nous a amené, tu sais, aller un peu plus en détail là, de qu'est-ce qui nous a amené à utiliser cette plateforme pour ramener les sujets qu'on veut. Puis aussi, prendre un peu de temps de se présenter. Parce que, tu sais, nous, on assume que si vous avez cliqué, c'est parce que vous nous connaissez. Mais la plupart du monde qui a cliqué, je pense que c'est plus nos amis, nos familles. Au début. Merci, maman. Alors, merci de nous écouter. Mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus de monde éventuellement. Donc, c'est l'idée. L'idée, c'est vraiment de comme, transmettre notre passion, puis pouvoir, peut-être à travers ce podcast, éduquer des personnes sur comment fonctionne la communauté, ou ouvrir des discussions sur certains sujets que des fois sont plus sensibles, peut-être même tabous. Est-ce que tu peux nous parler Open Break? En fait, Libertad, et pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, Open Break vient d'où? Ben, tout d'abord, c'est vraiment un jeu de mots. Quand tu as un projet en tête, trouver un nom, c'est difficile. C'est partir d'une page blanche. Puis on ne voulait pas l'appeler aussi America et Libertad Podcast. Non, c'est ça. Ou comme notre nouveau... Libérame, qui est notre nouveau team aussi. On ne voulait pas nécessairement l'appeler avec notre nom parce qu'on voulait ça un petit peu plus at large. Ouais. Puis Open Break, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une terminologie utilisée dans la danse. Dans toute, même salsa, bachata, je pense que le terme doit être connu. Puis c'est vraiment un mouvement. Un mouvement de partenariat où est-ce que le follower et le leader vont ouvrir. Avant de faire un trick, avant de faire un tour. Open Break, ça aide, ça ouvre à un petit peu... Plein de variations. Plein de variations dans la danse. Puis, le jeu de mots, c'est Open Break, Open Mic. Donc, le but, ça serait d'ouvrir cette plateforme-ci, ouvrir le micro à des invités potentiels. Exactement. Alors, on ne sera pas les seuls à parler pendant 60 minutes. Ou plus, au moins. Éventuellement, on aura des invités. On ne parlera pas tout de suite des noms des invités, mais on planifie quelque chose d'assez riche, un podcast assez riche qui va être capable de toucher plusieurs personnes dans la scène montréalaise et ses environs. Oui, exact. Donc, voilà pour le nom, voilà pour notre mission sur ce podcast. Donc, à travers les épisodes, ça va un peu plus se définir, même si on a quand même pas mal d'idées d'épisodes qui s'en viennent, donc, dont l'épisode 1 qui va apparaître la même journée que cet épisode 0. Donc, pour l'épisode 0, c'est vraiment plus comme parler de nous. Donc, déjà, pour ceux qui ne le savaient pas, on est 2 sœurs, chose qu'on n'a pas précisé. Non, on n'est pas jumelles. C'est peut-être la question qu'on reçoit le plus. Non, on n'est pas jumelles. On a quelques années de différence, mais tant mieux si on a l'air jumelles. Tant mieux. Puis, on peut commencer par le commencement. Tu sais, la danse latine, c'est celle qui fait le plus partie de nous, de notre comme identité. Je dirais que ça a pris quand même un bon
la moitié de notre vie déjà. Ouais, exact. Donc, si on retourne en arrière, on retourne dans le temps un petit peu, juste pour donner un peu de background aux gens qui nous écoutent sur d'où on vient, pourquoi on est passionné de la danse latine ou comment ça a commencé. Mais on parlera pas de la danse latine au début. Ben, c'est ça, parce que c'est ça. C'est pas avec la danse latine qu'on a commencé. Alors, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, non, on n'a pas commencé directement avec la salsa. Libertad et moi, on a commencé avec les danses urbaines. Donc, c'était il y a... Quelle année? Début 2000, moi, je me souviens. Début 2000, je dirais que c'était... oui, notre petit frère venait déjà de naître. J'aime ça qu'on commence par cette période-là parce que, selon moi, de scruter notre mémoire puis essayer de se rappeler toutes les personnes qui ont contribué à notre progression, dans notre skill set de danse, mérite vraiment d'être mentionné, je pense. Puis on va essayer de se rappeler de tous les noms. Et c'est ça qui est le fun avec le podcast, c'est notre podcast. On peut faire ce qu'on veut. Oui. Mais surtout, je pense que l'épisode 0, c'est pour dire merci à ces gens-là qui ont, comme tu l'as dit, ils ont contribué à tellement une grosse partie, pas seulement peut-être de nous enseigner quelque chose, mais aussi de nous transmettre une passion. Puis, on s'entend qu'on n'est pas seulement des danseuses, on est aussi des coachs et chorégraphes et aussi enseignantes. Et il y a beaucoup de personnes qui ont justement donné beaucoup justement dans l'enseignement et que c'est devenu notre... Dans l'éthique d'enseignement aussi, beaucoup. Donc, 2000, c'est dans ces premières années, on était jeunes, donc super influençables. Heureusement, on a eu beaucoup de chance de tomber dans un établissement super sain qui s'appelait le Centre communautaire de la Côte-des-Neiges. Juste à côté du métro Côte-des-Neiges. Pour ceux qui connaissent. Nous, on habitait dans l'est de Montréal, plus précisément à Anjou. Donc, ça nous prenait quand même beaucoup de temps pour aller à Côte-des-Neiges, au métro Côte-des-Neiges, mais ça ne nous a pas empêchés d'y aller pendant des années. C'est vraiment, je dirais, c'était la place parfaite pour commencer. Les gens étaient gentils, les enseignants, les profs étaient incroyables. Et je pense que c'est là qu'on a eu la piqûre. Oui, définitivement. Les cours qu'ils donnaient, il y en avait tellement, il y avait comme plein de cours d'art, que ce soit de la danse. C'est ça, il n'y avait pas seulement la danse. Il y avait aussi des cours de sport. C'est vraiment un centre communautaire, comme il y en a un petit peu partout à Montréal. Mais là, c'était vraiment la danse qui nous a plus piqué dans l'œil. Il faut dire, puis parce qu'on allait la shoot out anyway à un moment donné, mais je vais en profiter pour le faire maintenant parce que c'est sûr que c'est ma mère qui nous a influencés à prendre des cours de danse parce qu'elle-même, elle a toujours été passionnée. C'est ça. Gracias, maman. Elle a toujours été passionnée par la danse, fait que définitivement, elle a trouvé un moyen de le transmettre chez nous. Puis, c'est ça, il y avait des cours de ballet, il y avait des cours de hip-hop. Moi, je sais que ma maman m'avait inscrit au cours de ballet et de hip-hop. Exact. Moi, c'est seulement le hip-hop, puis et le baladi. Le baladi. C'est ça, faut pas oublier le baladi. Puis, il faut savoir une chose aussi, on était... Je ne vais pas dire le mot nul, mais on avait vraiment deux pieds gauche. On commençait de zéro. Évidemment, les cours de hip-hop, c'est ça qui nous a plus marqué. C'est vraiment celui-là qui nous a donné la piqûre on aimait faire des chorégraphies, on aimait être sur scène, même si on était vraiment gênés. On aimait ça comme acheter notre costume parce que toutes les filles devaient être habillées de la même façon. Moi, j'étais dans le groupe des enfants. Oui, et moi, j'étais dans le groupe des adolescents. Yes. Alors, ce qui était le fun, c'est que les adolescents, ils avaient deux groupes. Donc, il y avait les adolescents réguliers, disons, intermédiaires, débutants. Et il y avait la troupe aussi, la troupe avancée, que tout le monde voulait y aller. Tout le monde voulait. Et c'était reach out. C'était ça, c'était le goal, hashtag c'était goals. C'était vraiment le goal. Puis, un autre shout-out... Ah, il faut le faire. Ça, il faut, parce que malheureusement, on ne l'a jamais recroisé. Pourtant, on est quand même resté proche de la scène de danse urbaine aussi montréalaise, mais on ne l'a jamais recroisé. Donc, notre coucou. Incroyable, fabuleuse enseignante, Gina.
D'ailleurs, on sait même pas son nom de famille, ce qui est vraiment dommage. On peut pas la chercher, mais Gina, c'était notre enseignante de hip-hop. Autant la team enfant que la team adolescente. Puis vraiment pédagogue incroyable. Elle était super bonne avec les enfants. Elle était très bonne avec les adolescentes, alors qu'on le sait, c'est pas toujours facile. On n'était pas facile. Puis qu'est-ce qui m'a marqué plus de Gina, c'est que avec le temps, tu sais, c'était pas juste la danse. Un jour, elle m'a laissé faire le réchauffement pour ta classe à toi. Ah, ça me dit quelque chose. Ah, ça fait Et longtemps. wow, je pense que c'est là qu'elle a comme planté une petite graine en moi. Ah, ben oui. Fait que, merci, Gina. Petit début Parce d'amener que la prof. La prof, exactement, la prof de danse. Et ouais, ben c'était tout aussi. C'était vraiment faire le réchauffement pour les jeunes. C'était... T'as tout aimé. Ouais. Puis pour le baladi, éventuellement, j'ai joint Amé dans Ben, quand t'es devenue assez grande, là. Quand je suis devenue plus comme pré-ado. Effectivement, on est resté quand même quelques années à Côte-des-Neiges, peut-être 2-3 ans, peut-être dans ces environs. On avait arrêté, on avait graduellement arrêté de prendre les cours. Mm-hmm. De mémoire, en fait, détail important, notre père travaillait au centre communautaire de la Côte-des-Neiges. Donc, éventuellement, il a changé d'emploi. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'au moment qu'il a changé d'emploi, on avait moins de raisons d'y aller, puisqu'on a les lifts et tout. Exact. Puis encore une fois, on habitait dans l'Est. On y allait l'Est. quand même, mais c'est sûr qu'on C'était plus y allait difficile. de moins en moins. Et à un moment donné, ben, on a juste shifté à autre chose. Moi, pour ma part, j'ai arrêté la danse. Toi, je sais C'était sûrement que... un petit moment. Oui, c'était mais un pour moi, petit moment. c'était interminable. C'est ça, tu t'en rappelles comme si tu avais fait une grosse pause, mais honnêtement, je pense pas que c'était aussi long parce que je pense qu'on avait arrêté le hip-hop, mais moi, j'avais continué un petit peu le baladi avec notre enseignante Shootout aussi, vu qu'on a eu la même enseignante, Khadija. Khadija, qui est une excellente enseignante de baladi. Pour celles qui ont déjà pris des cours, je suis sûre que vous avez entendu son nom. Encore une fois, pour moi, le top, c'était les shows. La performance, wow, c'était mettre le costume. Puis ça, c'était des costumes plus flyés. Oui, Ouais. c'était complètement différent du hip-hop. Hip-hop, on était vraiment baggy, des gros chandails, chignons, tu sais, même pas maquillage. Non, contrairement à où est-ce qu'on changeait avec le belly dancing. Ouf, là, ça a été un coup. Je pense que c'est la première fois que je me mettais du maquillage aussi pour ces shows-là. Ouais, mais pour moi, en tout cas, ça a été ventre. de monter mon ventre. Oui, le ventre, je me souviens. Moi aussi, pareil, j'ai toujours été comme super timide. Même si j'étais jeune, j'étais super self-conscious de mon poids. Tu sais, ça commençait super jeune, mais à cause de la société, c'était l'époque. En plus, Britney... avec Christina, les pantalons taille basse. En tout cas, moi, j'ai tout le temps été... à cette période-là, je me souviens que j'étais un peu comme self-conscious de comment mon corps était par rapport à ce qu'il démontrait dans la société. Ouais, tout à fait. Aussi jeune. Exact. Fait que oui, le petit ventre au belly dancing, Ouais. c'était un petit défi à surmonter. Et une chose que j'aimais beaucoup, c'est que les souliers, il n'y en avait pas. Donc ça nous permettait... C'est ça, c'était quand même assez confortable. On va parler de souliers tantôt parce que ça a eu un gros impact sur moi. Mais ouais, belly dancing, une belle période. Yes, avec Khadija. Très belle période. Mais c'est ça, dans le fond, moi, dans mon souvenir... T'avais pas fait de pause de danse parce que je me souviens qu'un peu après Côte-des-Neiges, donc moi j'ai poursuivi un petit peu le baladi, peut-être un peu plus que toi. Toi, tu t'es concentrée à l'école. Ouais. Mais un peu après, je sais que ma mère nous a inscrits au cours de Marinera Norteña. Donc passons à cette étape-là. L'étape danse folklore. Au retour aux racines péruviennes. Donc c'était tout nouveau pour nous. Un genre de danse complètement différent. C'était élégant. Je pense que c'est la première fois qu'on a pris un cours de danse d'une... Tu sais, oui, le ballet, c'est élégant, mais c'était tellement technique et c'était un peu stiff à mon goût à l'époque que j'avais moins accroché, mais la marinera, j'avais plus accroché
parce que je voyais la fille avec le petit foulard, tu sais, super coquette, super gracieuse. Puis c'était une danse, c'est la première danse où est-ce qu'on le faisait avec un partenaire aussi. Parce que la norteña, c'est partnership aussi. Et c'est là que, encore une fois, la confiance en moi, elle a dû vraiment être boostée parce que c'était la première fois où est-ce qu'on dansait avec un partenaire de danse garçon et qu'il était très proche de nous. Quand même. C'est pas aussi proche que ce qu'on va voir plus tard. Exact. Mais oui, c'est vrai, c'est les premiers contacts. Je dirais que c'était un bon début pour nous préparer à ce qui s'en venait après. Mais déjà là, que mon partenaire soit à 5 cm de moi... Ça te rendait nerveuse? Ça me rendait nerveuse. Ça, oui, je réalisais pas, je pense. J'étais trop jeune. Non. Mais en plus, moi, oublie pas, là. Hein, j'avais 17-18 ans. Les hormones n'étaient pas pareilles que les tiennes. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça m'a même pas marqué, mais c'est bon que tu le mentionnes parce que, tu sais, définitivement, peut-être que ça m'a aidé aussi, moi, à ma progression vers ce qui s'en venait, qui était la danse latine. Donc, la marinera, vraiment une belle danse. Je crois qu'on a fait peut-être 1 an maximum. C'était au Studio Biz, c'était super le fun, mes parents nous amenaient. Il y avait des jeunes, il y avait des personnes un petit peu plus âgées. C'était vraiment une belle ambiance. Puis encore une fois, shout out à notre enseignant. Ami de la famille Ami de la famille, Manuelito. Manuelito, si tu nous écoutes. Vraiment un très bon prof aussi. Encore super bon avec les enfants, patient, à l'écoute. Donc, très belle expérience. Ça nous a beaucoup apporté justement parce que être coquette, avoir les cheveux attachés. Embrace notre féminité, je crois. Le début. Ouais. Donc, marinera, premier pas vers la féminité. On a commencé à porter des robes. Obligatoire. Mais marinera, en fait, il faut que tu mettes, pour ceux qui ne le connaissent... Peut-être on peut mettre des images aussi. Une longue robe. Très, très longue. Très longue robe où est-ce que lourde. Tu danses avec la robe. Donc, tes mouvements, ne se limitent pas seulement à tes mouvements de corps. C'est une extension de ton corps, c'est la jupe. Exact. En plus du foulard. En plus du foulard dans ta main. Donc, vraiment, ça a amené une dimension vraiment nouvelle à la danse. Puis, encore une fois, le côté coquette, je pense que c'est vraiment ça que je me souviens. Parce que je pense qu'on l'utilise. Ça a peut-être amené notre petite sauce après. Ça a beaucoup aidé. Et je veux aussi mentionner que cette danse n'a pas de souliers. Encore une fois, ça m'a permis d'être à l'aise. Parce que c'est une danse qu'on fait à pieds nus. Yeah. Donc là, ça, on est quoi, environ 2005-2006, je crois? Je pense qu'on est plus rendu à fin 2005. Je venais de finir le secondaire. Début 2006, j'étais au cégep. Moi, de mémoire, je me souviens qu'on était super fans, oui, des émissions So You Think You Can Dance, on aimait tous les films de danse. On était vraiment des personnes qui aimaient beaucoup regarder les films comme Honey, You Got Served. Puis là, il y a eu un film. Il y a un film en particulier qui était sorti à cette époque. C'était Shall We Dance avec Jennifer Lopez. Puis on avait vu pour la première fois Richard Gere, si je ne me trompe pas. Exact. Puis c'est la première fois qu'on a vu à la télé, en tout cas nous, la danse sociale, donc le ballroom. Le ballroom, exact. Donc, je pense que ce film et So You Think You Can Dance, première saison, est arrivé à peu près en même temps. Ça doit, oui. Parce que c'est vrai que So You Think You Can Dance, il mettait beaucoup de l'avant le ballroom. Le ballroom, exactement. Et c'est là qu'on a fait comme... C'est beau. Wow! Les costumes, encore une fois. Oui, les paillettes, l'élégance, le la maquillage. Coquetterie. Ça a vraiment comme encore plus comme réveillé cette partie de nous. Je pense qu'on est les deux, on est des personnes super réservées dans la vie, mais c'est comme si cette partie-là, les paillettes, les maquillages, ça nous permettait de amener une autre partie de nous, peut-être une partie cachée ou peut-être de prétendre de... Je sais pas si... À l'époque, on pensait peut-être que c'est prétendre. Maintenant, looking back... Je pense qu'on le own un petit peu plus. C'était une partie de nous qui était un petit peu plus cachée et que ça nous permet d'externaliser, finalement. Donc, le côté un peu plus comme extraverti, qu'on aime, parce qu'à la base, si vous nous connaissez personnellement, on
On est très introvertis. Oui, vraiment. Comme là, on fait ça, mais c'est parce qu'il n'y a personne autour, là. Exact. Mais ouais, c'est ça. Fait que le barroom, c'était ça qu'on voulait faire. Donc, évidemment, on dit a à regardé notre maman... partout. Donc, On à veut ce prendre des cours de moment-là, barroom. c'était pas si facile. Hein? Il fallait regarder les... Tu te souviens, il n'y avait pas Google dans ce temps-là où les Google, ça venait de commencer. Qu'est-ce qu'on regardait, les journaux? Dans les... comment on appelle ça? Dans les pages blanches, là? OK, les pages jaunes. Les pages jaunes, okay. les pages blanches. Je me souviens pas de ça. Mais oui, ça fait du sens. On pouvait regarder un peu sur Internet, mais... On est en 2006, en fait, guys. Non, c'est bien que tu mentionnes l'Internet parce que c'est vrai que c'était très basic. L'Internet était là, on avait nos ordis, on était super tech-savvy, même à cette époque-là. Les deux, on aimait beaucoup l'informatique. Donc, ça, c'est un autre sujet, mais... Donc, je me souviens, en fait, tu sais pourquoi? Quoi? Parce que je me souviens du site Internet latindance.net. Ah, là où tout a commencé. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je me souviens. Oui. On a réussi à trouver une école. Oui, mais... on n'a pas mis les mots-clés salsa ou bachata, guys. On a mis ballroom. Et on a été amenés dans plusieurs écoles, dont latindance.net. Ben, on dit nous, mais c'est plus ma mère. Encore une fois, oui, ma maman. C'est vraiment... Puis nous, on dit ma mère, mais c'est notre mère, là. Ma mère, c'est elle qui a comme continué les recherches et a actionné le tout, finalement. Mm-hmm. Et si je me trompe pas, si ma mémoire... est bonne. Je crois qu'un de ses collègues de travail, en fait, avait pris des cours de danse à cette école-là. Et c'est comme ça qu'elle a comme confirmé que c'est une bonne école. Puis quand on est monté les escaliers pour la première fois, on a vu comme, la salsa tech. La salsa tech. On va prendre des cours de ballroom à la salsa tech. On continuait, on montait. Je me souviens, moi aussi, on voyait les dessins aussi. Il y avait comme des dessins de danse sur l'escalier qui doivent être encore là à ce jour. Mm-hmm. Là, on monte. Puis, c'était pas du ballroom, finalement, c'est autre chose. C'est de la salsa. Et là, on était vraiment, si vous avez pu nous voir, on était blanche. La salsa, pour nous, c'était juste un gros nom. Mais il faut expliquer pourquoi. C'est pas qu'on n'aimait pas la salsa. Non, c'était la juste... musique, tout. La musique, elle a... En fait, une chose que vous devez savoir, c'est que nous, on vient du Pérou. Et au Pérou, on n'écoute que de la salsa. OK, dans la radio, il n'y a que de la salsa, mais tu sais, on parle de salsa vraiment old school. OK, il y avait beaucoup... de salsa romantica, et c'est là, je pense que, personnellement, Libertad, toi, t'étais peut-être trop petite, mais une personne qui m'a introduit à la salsa avec la radio et tout ça, c'était notre oncle. Johnny, le frère de maman, et avec lui, je te jure, on faisait qu'écouter la salsa. J'adorais la musique. On a toujours aimé la musique. Par contre... Mais on avait peur. Ouf. Oh my God. Peur de danser la salsa. Et on a eu beaucoup de possibilités de danser la salsa dans les parties, dans les quinceañeros, dans les... Mais, tu sais, si on y pense un peu, je me suis posé la question, pourquoi on était comme ça? Pourquoi on était comme... On mettait la salsa sur ce piédestal et qu'on l'évitait? Puis tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Mais je crois que le fait qu'on a migré au Canada assez jeune a créé ce petit sentiment de est-ce que je suis latina ou est-ce que je suis plus comme canadienne? En tout cas, pour ma part, je me souviens que dans les parties latinos, mes tantes et oncles, tout le monde écoute la salsa. On écoutait la salsa. On connaissait les chansons, on connaissait certaines paroles, les chanteurs. Mais quand on nous invitait à danser, puis on regardait nos oncles... Nos tantes, ils dansaient tellement bien, ils bougeaient, ils dansaient tellement avec beaucoup de cœur. Ouais. Puis quand ils nous levaient, ils disaient « Viens danser », on n'était pas capable. On était comme gênés. Moi, je sais que je me sentais un imposteur. J'étais comme « Non, moi, je sais pas danser comme ça ». Mais je pense qu'on avait tellement de facilité, puis on avait beaucoup de confiance dans le côté urbain, qu'on a laissé notre... côté, plus latine de côté.
Et on était très, très... Mais guys, on était extrêmement timides. On ne savait même pas faire un pas de base sur le bon temps. On avait de la difficulté à tourner. Je me souviens juste prendre les mains de mon oncle ou de mon père ou mon cousin qui me faisait danser, je shakeais. Donc, cette fois-là, quand ma mère nous a amenés à cette école, je me souviens, c'était un mois, c'était en juin. Ouais. Je me souviens très, très bien, comme si c'était hier. On a juste figé. On s'est regardé, je pense, puis on a fait comme « Ah, c'est pas du ballroom, ça. » C'est pas du ballroom. Mais best decision ever. Wow. Fait que quand on est rentré dans cette belle école, l'école de danse Saint-Tropez, on a vu la fin. En tout cas, moi, c'est comme ça que je m'en souviens, mais on regardait la fin du cours d'avant. On a vu, on est arrivé un petit peu plus tôt que notre cours, puis on a vu la fin du cours d'introduction qui venait de se terminer. Et c'est là, Libertad, je pense qu'on a eu juste un coup de foudre. Ben oui. Tu sais que c'est un coup de foudre quand tu te rappelles de la scène exacte et que c'est marqué dans ta mémoire. Et je me souviens comme si c'était hier. On voit une jeune fille, jeune femme, avec son chandail turquoise. Et une jupe grise, Ouais. je me souviens, parce Très qu'elle flowy. bougeait. Oui, c'est ça. Exact. Et il y avait beaucoup de monde, mais je voyais un petit peu aussi son partenaire. Mais là, on était à la période, je pense, de démo. Parce que les autres regardaient, les autres étudiants Ouais. regardaient C'est le ça, couple. c'était vraiment la C'est ça. fin du cours. Je pense qu'ils voulaient montrer, en fait, un wrap-up de qu'est-ce qu'ils avaient appris ou durant qu'est-ce le qu'ils cours, vont apprendre au prochain. pendant la Exact. session. C'est Peu ce qu'on fait importe. d'habitude. Parce que nous, c'est vraiment comme... Ça nous a... shifté le mindset totalement à j'ai peur à Let's go. je dois apprendre cette danse et il n'y a aucune chance que je ne l'apprenne pas. Ouais. Je veux danser comme elle. Exactement. Donc ça, c'est nos premiers souvenirs de Corinne. Et de Maurice. Donc après ce cours, on a fait le cours d'introduction avec Maurice, si je ne me trompe pas. Il était en charge des cours d'introduction, puis heureusement parce que sa pédagogie, encore une fois, l'idée de faire des démos à la fin, la façon qu'il introduisait la salsa, il y avait beaucoup de connaissances, beaucoup d'histoire aussi. Puis je pense que ça, avec maintenant, looking back, encore une J'adorais fois, quand il racontait l'histoire, l'essence de la salsa. d'où ça vient, c'est tellement important. Et quand il ajoutait aussi des mouvements cubains. Et laisse-moi te dire, Libertad, moi, une chose que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, c'est aussi quand il invitait d'autres profs. Ah oui, 100%. Il y avait des profs qui étaient là ou qui venaient de finir leur cours et ils les invitaient justement à faire des démos. Mm-hmm. Et c'est là qu'on a pu connaître aussi des excellents enseignants, profs, danseurs. coachs, chorégraphes et amis. Donc, on parle ici de Victor, Alexis, Victor était enseignant à cette époque. Katia Morales. Katia Morales, qui étaient quand même des enseignants à part entière. Si je ne me trompe pas, ils avaient eu la formation d'enseignement avec Exact. Corinne, Victor, Katia. Ah, mais ils étaient beaux. Et dire que on voulait pas y aller. Non, c'est ça. Merci, maman. Encore une fois, je pense qu'on va le dire On va dire plein de fois. constamment. Merci, maman. Et juste pour vous dire une petite parenthèse, de mon côté, ben moi, j'étais punie. OK? C'est l'ironie du sort. L'ironie du sort, c'est que j'étais punie et que ma mère, elle a dit, OK, ben, je vais te sortir un petit peu de ta punition, là. OK? Puis tu pourras sortir de la maison que pour tes cours de danse. Donc, moi, j'étais, OK, ben, au moins, je sors de la maison pour les cours de danse. Puis finalement, c'était pour faire la chose que tu allais aimer le plus au monde. Incroyable. Maintenant que je regarde en arrière, puis je fais « wow ». Mais quelle belle punition. Mais oui. Après ce fameux cours d'introduction, on a continué. On a simplement continué. Puis ce que je trouvais intéressant dans
dans la structure d'enseignement à cette époque, puis que jusqu'à encore maintenant, je garde un bon souvenir, c'est que j'aimais beaucoup comment les niveaux étaient segmentés. Donc, on commençait en cours d'introduction. Ensuite, on avait débutant 1, débutant 2, intermédiaire 1, intermédiaire 2, avancé 1, 2 et 3. Puis, il y avait l'option de prendre atelier chorégraphique, je me souviens. Donc, c'était le goal. Exactement. Ça te donnait un parcours très défini. Et comme nous, quand on a vu Corinne danser, dans notre tête, c'était, elle a passé tous ses niveaux, au moins. Donc, si on passe tous nos niveaux, on s'approche de... On va danser comme elle. Exactement. D'avoir l'air de ça en dansant. C'était le but. Exactement. Ouais. Puis, à travers ce parcours-là, tellement de bons enseignants, comme... Honnêtement, quelle belle époque. La crème de la crème. Elle nous a marqué, pas seulement à cause de l'ambiance, puis du fun qu'on avait. Hein? On était jeunes, mais c'était beaucoup à cause des profs. Yes. Donc, on a un enseignant qui a fait quand même beaucoup de niveaux avec nous, qui nous a enseigné plusieurs niveaux. Oui. Francisco. Tu nous écoutes. Merci beaucoup. Oui, vraiment encore une fois, une autre façon d'enseigner différente, mais tellement bien côté pédagogique, l'explication, puis aussi plus comme dans, tu sais, se sentir bien dans son corps, c'est correct la façon qu'on bouge de façon individuelle. Donc, c'est là qu'on commence aussi à voir que le but, c'est de ne pas ressembler à telle personne. Le but, c'est de, tu sais, toi sentir la musique, toi bouger avec ton corps à toi. Puis, tu sais, je sais pas, la façon qu'il a apporté ça, les pas... moi, je me souviens que j'étais vraiment à l'aise dans les cours à Francisco. Encore une fois, j'étais un enfant. Ouais. Puis, plus tard, j'ai su que Francisco était enseignant pour les kids aussi. Ouais. Donc, ça faisait du sens que sa façon d'enseigner était comme... Vraiment était plus comme pour alignée. Ouais. Mm-hmm. On a eu d'autres personnes aussi. Cornell. Hi, Cornell Mannings, qui est maintenant à Toronto, si je ne me trompe pas. Oui. On l'adore. Cornell, je me souviens, puis je pense que ça, c'est la première chose qui m'a marqué de Cornell. C'est lui qui m'a montré les arm lines. C'est ça que j'allais dire. Moi aussi, c'est ce qui me marque le plus. Wow, c'est la première chose qui me vient. Credit card. Les credit cards, exactement. Elle fait comme, pour que tu aies des bonnes mains, il faut que tu penses que tu tiens une credit card puis que tu la donnes au serveur. Guys, je pense que ça c'est resté là. Goodbye les gros mains plats quand on faisait des arm lines. Ça a cliqué. Puis c'est intéressant parce que dans notre parcours, on n'a pas eu beaucoup d'enseignants filles. Mm-hmm. Je sais pas comme si c'était... Pas au début, en tout cas. C'est ça, c'était pas nécessairement planifié comme ça. Les premiers niveaux étaient surtout des gars qui le donnaient. Mm-hmm. Puis je trouvais ça super cool qu'un homme donne autant de bons conseils, un bon coaching par rapport à du styling. Exact. Parce que finalement, ça nous a permis de l'inclure très rapidement dans notre danse. Ouais. Donc, et surtout, ce que Cornell nous a permis de faire, en tout cas moi, avoir beaucoup plus confiance en moi. Oui, parce que ça, il y avait de l'attitude. Il y avait une petite attitude comique et qui te mettait juste à l'aise instantanément. Et toute cette peur de ne pas être capable de faire ça, ça sortait. Just try it. Et je le faisais. Et avec beaucoup de pratique, ça a fonctionné. Yes. Après ça, on peut en nommer d'autres. On a eu Ricardo aussi. Ricardo Patriota, qui a été aussi enseignant pour quelques niveaux. Encore une fois, lui, il avait une approche un peu plus comme sérieuse et élégante. Je pense que c'est ça que je me souviens le plus de lui. Ses lignes étaient fabuleuses. La technique. Moi, je pense que c'est ce que je me souviens de plus de Ricardo, comme il était danseur de tango aussi. Ah, c'est ça. Sa technique, sa posture, moi, c'est ça qui m'a plus impressionnée. Puis son showmanship, guys, quand il faisait des shows dans les soirées pratiques, wow! Ça aussi, j'étais comme, moi, je vais danser comme ça. Ouais, 100%. Tout le monde a été un modèle. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment l'épreuve, je pense qu'on a eu le plus. Oui, ça, c'est dans les niveaux qu'on a eu. Qu'on a nommés. En un an,
un an. Je pense qu'en un an, on a traversé les niveaux. Exact. Puis, à noter, parce que ça, encore une fois, c'est quelque chose que je trouve super une bonne pratique, c'est qu'à chaque fin de niveau, je me souviens, il y avait une petite évaluation pour voir si on était prêt à passer au prochain niveau. Exact. Puis il faut savoir aussi que tu pouvais y aller plusieurs fois dans la semaine. Exemple, si on était en intermédiaire 1, ben, il y avait le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, tu pouvais revoir. Des fois, c'était les mêmes pas, des fois, c'était d'autres pas, mais ça te permettait de pratiquer. Et malgré notre âge, parce que, n'oubliez pas, je venais d'avoir 18 ans. Tu avais l'air d'avoir 16 ans. J'avais l'air d'avoir même 14. 12 ans. Là. OK? Ah oui, on était deux kids. Oui. Mais on avait ces petites invitations, ces petits papiers pour aller à la Salsa Tech. Ah oui, des papiers. Et oui, on y allait. Mais c'était seulement pour pratiquer. Et c'était accompagné des parents. Je veux vraiment le préciser, là, parce que c'était que pour la pratique, puis on allait vraiment, avant vraiment que ça devienne club vers minuit, on allait de 10h à 10h45, puis après ça, on partait. Mais qu'est-ce qu'on faisait le plus? C'était vraiment d'aller dans les soirées pratiques puis pratiquer avec les gens. Les soirées pratiques. Oh my God. C'est là que la relation avec le social dancing a commencé, là. Parce que la danse latine... Ça, c'est toute une histoire. Il y a les pas qui font partie du parcours, évidemment, l'histoire derrière la danse. Mais un grand élément de la danse latine, c'est l'aspect social. Le social. C'est le fait de pouvoir partager ces mouvements-là, ce moment d'interprétation musicale avec des étrangers, dans certains cas. Oui, et des gens qu'on ne connaissait pas, qui étaient dans des niveaux supérieurs à nous. Des adultes. Des adultes qui avaient beaucoup, beaucoup plus d'expérience que nous dans la salsa. Et dans la vie aussi, dans le sens que c'était des gens qui, ça se voyait, c'est des gens qui finissaient le travail, allaient prendre leur cours de danse. Il y avait des personnes vraiment plus âgées aussi, donc des personnes peut-être retraitées aussi qui allaient prendre leur cours de danse. Donc, il y avait tellement une différence d'âge. Moi, ça me marquait beaucoup. Des fois, je me demandais, qu'est-ce que je fais ici? Totalement. Mais j'aimais tellement ça que c'était pas un facteur important. Et ça nous a tout pris, vraiment pour... pas seulement y aller, mais aussi pour se faire inviter. Et surtout, il fallait que je mette des talons hauts. Ça aussi, c'est une grosse différence de toutes les danses qu'on a fait. Puis jusqu'à ce jour, c'est quand même un des éléments qui sera toujours, pas un défi, mais on l'oublie pas. On porte des talons. Exact. Puis là, dans ce temps-là, ben c'est sûr que je pouvais pas porter des gros talons hauts. Je portais des 2 pouces maximum. Moi, moins, je pense. Ouais. Mais c'était tout un défi. Il faut savoir que la seule fois où est-ce que j'ai porté des talons hauts, c'était peut-être à ton bal. À mon bal de finissant. C'est ça, exact. Et ailleurs, je portais que des running shoes, des sneakers, puis... Oui, mais ça a pris du temps pour justement comme mais on a été bien éduqués, je trouve, parce qu'on n'a pas commencé à danser en running shoes. Non. Rapidement, on a compris que c'est une danse qu'il faut apprendre de la bonne façon, avec une certaine technique. Les chaussures flat n'étaient pas vraiment à la mode. Ou si ça existait, c'était peut-être plus pour les garçons. Mais les filles, si on voulait pratiquer, c'était au pire des petites heels. Oui. Puis nous, on voyait aussi, je pense que nos profs, les profs femmes qui étaient à Saint-Tropez ne portaient que des talons hauts. Donc, pour nous, on faisait le lien immédiatement. Plus tard, j'ai su, quand je suis devenue prof aussi, que c'était vraiment important justement de montrer l'exemple. Parce que oui, la technique ne se développe pas de la même façon si tu as des 100%. flats. Il y a des blessures aussi. Exact. Définitivement un sujet qu'on peut comme développer à un autre épisode. Ouais. Mais tout ça dans une année, finalement. Tout cet apprentissage, de la bonne façon. Et on a fini par le choreo group. On a atteint le niveau atelier chorégraphique en même temps. Oui. Je me souviens, c'était avec Francisco. Oui. Avec Francisco. Et c'était l'été. Est-ce que... Ben c'est ça, c'est pour ça. Je me souviens qu'il n'y avait pas beaucoup de gens.
Il n'y avait pas beaucoup de gens parce qu'on sait très bien qu'à Montréal, L'été. les gens, ils prennent un petit peu moins de cours. Puis je comprends, il fait beau dehors. On le subit mais maintenant aussi, on le vit. On le vit. On veut profiter de l'été. Oui, en tant que danseuse. Mais dans ce temps-là, nous, on ne voulait pas arrêter. Ben non, on était trop focus. Il fallait finir. Il fallait absolument terminer avec le cours chorégraphique et faire le show. Il fallait absolument faire le show. On faisait 2 shows, un à la soirée pratique et un à la salsa tech. Et moi, entre-temps, je vais juste dire, petite parenthèse, je faisais aussi un show au cégep. C'est vrai. Ça, on a une vidéo par contre. Ça, on peut le mettre. Mais tu avais profité des premiers cours que tu avais pris pour faire un show. C'était pas pour un quinceañera? Je pense qu'on l'a performé à d'autres places, mais principalement, c'était juste pour un show au cégep. Ouais, comme secondaire spectacle, mais genre cégep en spectacle. Exactement. On n'a pas compétitionné, rien du tout, mais c'était juste pour le fun. Tu avais chorégraphié, non? Avec l'aide d'une autre personne de ton groupe? Oui, exactement. C'était une chorégraphie assez simple, on va se le dire, mais c'était vraiment le fun. On était 3 couples. Et c'était mes amis au cégep. Puis on a eu vraiment du fun. Je pense que ça démontre quand même déjà le début de amener la futur. Ouais, c'est ça. C'était le futur qui était juste là. C'est sûr que la technique et le niveau chorégraphique n'étaient pas encore là. C'est pour ça que je veux rajouter des snippets parce que c'est pour démontrer à quel point c'est à travers le temps et le travail, le training que c'est beaucoup de que training ça parce s'améliore. que je répète encore, je l'ai dit tantôt, mais on est parti de 0. Donc, ça wrap up pas mal l'année des niveaux à Saint-Tropez, mais ça ne s'arrête pas là. C'est ça qui est fabuleux avec une école qui offre beaucoup d'options de croissance dans la danse. Donc, après faire un atelier chorégraphique, ce qui est le fun, c'est qu'il y a aussi des troupes de danse. C'est comme le prochain niveau. Mais il y a des gens qui font plusieurs ateliers chorégraphiques. Ouais, on en a fait, mais en tout cas, personnellement, j'en ai fait plus qu'un, mais c'est un peu en lien avec Exact. Moi, j'en ai juste fait un et j'ai tout de suite voulu passer à l'étape d'après. Et je pense que c'est là que nos chemins se sont un petit peu divisés parce que, pas seulement à cause de l'âge, mais aussi parce que, malheureusement, Libertad étant mineure, ayant 14 ans, elle ne pouvait pas me suivre dans les projets comme Troupe amateur, etc. Donc, les teams étaient vraiment pour les 18 ans et plus, pour plein de raisons. C'était peut-être pas 18, mais c'était comme 16-17. Définitivement, il fallait être proche de l'âge majeur. Mais ils ne savaient pas que tu étais mature. Peut-être. Mais non, honnêtement, on pourra aussi en reparler, mais moi, je suis très contente qu'on m'ait, empêché de faire comme les troupes à cet âge-là, parce que ça m'a permis de faire un parcours quand même différent du tien. Puis je suis super reconnaissante de l'avoir fait, même si c'est ça, on s'est un peu comme... on allait dans la même école de danse, on s'entend qu'on était toujours à Saint-Tropez. Par contre, j'ai commencé à faire... j'ai auditionné pour la troupe amateur pour la première fois. Mais avant ça, t'as fait la première team. Oui! La première team de Lady Styling. Exact. Donc, avant de faire l'audition pour la troupe amateur, j'ai eu comme un avant-goût. J'ai fait une audition, mais en fait, c'était plus comme un casting. Un casting pour voir qui était intéressé à la première team de Lady Styling de Corinne Tardieu. Hey, c'est un milestone parce que Corinne, elle est connue dans la scène. À Corinne. Ouais, puis elle est connue pour faire des teams de Lady Styling. Maintenant, c'est comme, tu sais, l'enfer. Là, on parle de 2007. C'était sa première team, puis je suis hyper fière d'avoir fait partie de cette team-là. Et en plus, on avait un gros défi, c'était de performer au Montreal Salsa Convention. Oh, ça, c'est un autre gros morceau. Ouais. Alors, on s'est beaucoup entraîné. Corinne était très, très, très pédagogue, intense. Mais elle nous a, elle nous a fouettés. C'est ça que j'allais dire. Je me souviens qu'elle avait comme, tu
tu sais, évidemment, elle approchait le tout de façon super pédagogique aussi, mais je me souviens que c'est là que tu avais ressenti, tu sais, une petite coche de plus dans totalement. clean. Il faut que ça soit clean. Les Exact. pieds, bon, les pieds, on n'était pas encore là, mais tu le savais. C'est là que tu savais que tes la pieds technique, avaient du la travail. posture, puis c'était un lady styling team en salsa. Arm Donc, lines. c'était tout one shot, comme on dit. Puis c'est la première fois que là, tu avais le full package, costume à acheter, maquillage, eyelash, coiffure. Là, c'était vraiment le gros standard. Je fais un show. Exactement. Et comme c'était vraiment un show amateur, ben on n'a pas eu l'accès au gros stage Metropolis, mais on a quand même dansé dans un pas pire stage qui était extrêmement populaire dans ce temps-là. Le Select Classique. Le Select Classique. Honnêtement, un milestone, tu sais, de la danse latine à Montréal. Hein, exact. Pour qui n'existe plus, malheureusement. Et celles qui ne connaissent pas le Select Classique, c'était un club avec une école à l'intérieur également. Ouais, il y avait une école et aussi. ce qui était spécial avec ce stage-là, c'est que c'était rond. Mm-hmm. J'ai performé un jeudi soir. Je me rappelle comme si c'était hier. On s'est préparé les filles ensemble. Donc, ma première expérience était très stressante parce que ma famille était tous là. Mm-hmm. Et je pense que... Est-ce que tu as pu voir le show? Je pense que je l'ai vu en vrai. Mm-hmm. Sûrement m'a laissé rentrer pour le voir le show. Là. Puis c'est pour ça qu'elle pose la question, by the way. Ça a toujours été un petit challenge de... Tout le temps. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer? Est-ce que... Tu sais, Amé performait, donc c'était plus facile. Elle était proche de 18 ans aussi, si c'était pas déjà J'avais le cas. déjà 18 ans, oui. Puis, ben moi, non, c'est ça. C'était toujours... exemple, un autre club où est-ce qu'on essayait d'aller, c'est le Cubanos Club, qui n'existe plus. Ouais, tu pouvais pas rentrer. Mais encore une fois, c'est là où est-ce qu'on remercie comme l'implication de nos parents. Mon père nous amenait tout le temps partout si ma mère n'était pas disponible. Exact. Donc, le fait qu'ils étaient là avec nous, en tout cas avec moi particulièrement, faisait en sorte que il y avait un adulte qui parlait au gérant ou peu importe, puis j'arrivais finalement à toujours rentrer. Fait que j'ai pu voir Amé performer. Mm-hmm. Par contre, encore une fois, mes parents qui ont toujours encouragé qu'on continue ce qu'on aime, ils ont remarqué que j'avais plus vraiment de but parce qu'on avait fini l'atelier de chorégraphique. Oui, j'avais pu faire un deuxième. Donc, mais pendant que tu faisais ça, moi, je faisais l'autre atelier. Chorégraphique, c'était quoi, 7-8 semaines? Je m'en souviens pas. C'était vraiment pas longtemps. J'ai quand même eu une autre opportunité. Oui. C'était de faire un pro. Et c'est pour ça que je dis, je suis vraiment reconnaissante quand même du parcours que moi, j'ai commencé à prendre à partir de là. Parce que j'ai pu vivre plusieurs projets de pro-am. Étant donné qu'il y avait la règle du fait que je ne pouvais pas appartenir à une team à cause de mon âge, mes parents, ils ont investi. Ils ont déboursé de l'argent à des cours privés. Puis ça... N'importe quel danseur sait que des cours privés, c'est cher. Ben oui, c'est quand même une bonne bourse. Puis, et je pense que tu as dit le bon mot. C'était un investissement. Oui, moi, vraiment, je le prends comme ça. Parce que ça t'a monté en flèche, ma fille. C'était juste incroyable à quel point Libertad, elle a juste fait... Elle a commencé à faire pas seulement des shows, mais des compétitions aussi avec ce prof-là. Ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est là que les as se sont alignés avec les horaires d'école que moi j'avais. Il fallait vraiment s'assurer que le prof soit aussi disponible pendant les heures que moi j'étais disponible. Puis un nouveau prof venait d'arriver à l'école de Saint-Tropez, tout droit du Mexique. Donc c'est là aussi que j'ai comme appris le style de salsa qu'ils font là-bas. Puis c'est un style que je vais toujours, à ce jour, j'adore. Donc Rodolfo, c'était le nouveau prof. Puis il m'a pris comme son étudiante de façon tellement bienveillante et welcoming. C'était vraiment une bonne expérience. Encore une fois, il y avait tout le temps un petit moment où est-ce que j'étais gênée de prendre des cours avec un nouveau enseignant parce que je me disais, est-ce qu'il va peut-être pas aimer ça, enseigner à un enfant? Mais pas du tout, j'ai jamais ressenti ça avec Rodolfo. Il était super, encore une fois, confortable. Il pouvait vulgariser la théorie
d'une façon que je la comprenne. Donc, c'est ça c'est pour le pro-am. Fast forward. Fast forward, on peut fast forward. J'étais encore... toujours la soif de performer, puis de get better, puis d'être meilleur, puis de toujours s'entraîner. Il faut quand même step back 1 minute parce que cette soif-là, on le sait d'où elle est venue. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais même si tu avais performé le jeudi au MSI, on avait assisté à tout le congrès en entier. On avait pris un full pass. Donc, on a été des spectatrices des shows du vendredi, des shows samedi et dimanche. Honnêtement, pour moi, ça, c'était comme un moment aussi comme marquant. Moi, ceux qui m'ont marqué, c'est Tito et Tamara. C'était juste incroyable. Je me souviens aussi Santo Rico. Santo Rico, for sure. C'est là que la première fois que j'ai vu une équipe faire des patterns, des spins compliqués. Boston, tu te souviens de Massakote? 100%. Avec Anna et Joel. Malade. Incroyable. Ils avaient comme une façon de danser, encore une fois, très différente. Donc, ils ont apporté beaucoup de diversité. Puis, il y avait comme un niveau plutôt haut. Mais il faut quand même nommer que l'école où est-ce qu'on était, je me souviens le spectacle qu'ils ont fait. Je pense que je me souviens encore comme si c'était hier avec leur costume mauve. La Fuerza Gigante. Oui, il y avait les formations, la musicalité, la chorégraphie, la petite surprise à la fin. C'était juste... Je pense qu'on a obsessed over that choreo, genre pendant longtemps. Là, on voulait le faire comme n'importe quoi qu'on voyait, qu'on trouvait beau. Et on a réussi. Wink, wink, on a réussi à le faire des années plus tard. Mais non, définitivement, ça a juste confirmé qu'on était à la bonne place. On les admirait. Il y avait des danseurs fabuleux qu'on n'a pas encore nommés, comme Marie-Claire, Vincent. Je me souviens qu'on les voyait danser, on était comme « Waouh, ils sont trop bons ». Je pense qu'il y avait l'autre Rodolfo aussi qui avait joint l'équipe. Cornel Francisco, ils ont tous dansé là-dedans. Sonia, of course. Et la petite surprise à la fin. Oui, c'est vrai. Qui nous a juste éblouis. C'est pas beaucoup de gens qui le savent. Il y avait un autre chaîne. Il y avait un enfant. Oui. Il y avait un enfant. Un enfant qui est apparu à la fin du show pour faire juste un petit shine, puis que ça a juste ébloui toutes les gens au Métropolis dans ce temps-là. Et, vous le connaissez super bien. C'était ses débuts. Alors, c'était Adriano. Yes! Malade. Pour vrai, ce Première show-là... fois qu'on le voyait et on est resté « wow ». Ouais. Puis ça prouvait encore que les enfants peuvent danser comme les adultes. Mm-hmm. C'était juste une confirmation. Donc, ça donnait juste plus de motivation à faire comme « Ah! » Avec des bons enseignants, ça peut vraiment former des bons danseurs. Exactement. Puis justement, à la fin, on a vu, après Adriano, il y avait la partie de Sonia et Maurice. Oui, ils avaient un petit parti comme duo. Les propriétaires, justement, de Saint-Tropez. Puis c'était juste une choré comme qui était mémorable. Oui, à ce jour. Puis encore une fois, je pense que c'est cette choré-là qui nous a mis comme... Une autre piqûre. Exact. Une autre piqûre encore plus grande pour justement voir où est-ce qu'on pourrait s'en aller éventuellement si on continue à s'entraîner. Mais on savait très bien que ça allait pas être par magie. Donc, c'est pour ça que je retourne aux auditions, finalement. Donc, j'ai auditionné pour la troupe amateur. Toi, tu continuais tes pro-am pendant ce temps-là? Je finissais mes heures, tu sais, j'avais comme un bundle, donc je continuais à faire mon training exact. Avec puis, mon prof. J'ai eu la chance d'être acceptée à cette troupe amateur-là. On a performé dans un autre congrès qui est le Canada Salsa Congress. Donc, en 2007, j'ai eu la chance de performer un vendredi soir avec mon équipe. Et en passant, c'est là que j'ai pu connaître des gens merveilleux, des amis que je parle encore maintenant. Donc, Dara, Charles, Robin, Julien, 100%. Patrick. 100%. Oui. Donc, les teams amateurs, c'était vraiment comme un Golden Years aussi, finalement, pour moi aussi. Exactement. Puis plus ça avançait, plus je voulais en faire plus de troupes amateurs. Donc, éventuellement, j'ai juste continué à faire des troupes amateurs. Mais pendant ce temps-là, tu t'entraînais. Je m'entraînais. Et tu avais un autre projet spécial qui s'est... que pas beaucoup de gens connaissent, mais que honnêtement, encore une fois,
vraiment reconnaissante de l'avoir fait. Fait que ça aussi, je peux montrer un petit snippet sur YouTube pour ceux qui sont curieux. C'est un peu la suite du MSI qu'on avait vu. Donc, on avait spoté un enfant danser, Adriano, qui était plus jeune que moi, il faut le dire. Oui. Il y a encore. Puis, je me souviens plus très bien comment c'est arrivé. C'est quand même flou dans ma mémoire. Mais je crois qu'on avait dansé ensemble au bal de Saint-Tropez. Je sais pas si c'est à ce moment-là que ça a cliqué, mais un peu après, on a eu une proposition de Maurice lui-même de faire un projet ensemble, de faire un am-am ensemble pour nous train, puis nous montrer une chorégraphie. On n'avait pas vraiment de plan à l'époque à part faire des shows. Mais ça a tellement été une belle expérience parce que c'est la première fois que j'ai compétitionné pour vrai. Puis il y avait une compétition super connue, puis tu le connais, Amé, parce qu'on l'a refait ensemble à d'autres niveaux. Mais on a fait la compétition, c'est le classique. Puis à cette époque, c'était une compétition ouverte à plein de genres de danse. Donc c'était même pas juste danse latine, c'est juste open salsa. style Open qu'on style. appelle. On était contre des gens en swing, ballroom. Il y avait Jean-Marc Généreux comme juge. Je me souviens parce que je me souviens de la feuille. Une chance qu'on le connaissait pas dans ce temps-là parce que intimidé. on aurait capoté. Mais je pense qu'on savait déjà qu'il faisait So You Think Can Dance parce qu'il avait été comme juge invité, je pense, au US. Je pense que So You Think You Can Dance Canada n'existait pas, mais effectivement, je pense qu'il avait été invité à un épisode, celui de US. Donc, on le connaissait un petit peu, mais c'était comme pas ce qu'il est maintenant. Mm-hmm. Mais c'est quand même un fun fact, là, parce qu'il nous a jugés c'est quoi, en 2007, je sais pas? Non, c'était l'été 2008 parce que j'ai compétitionné cette année-là aussi. Ah, OK, bon, c'est ça. Fait que 2008, dans une autre catégorie de toi. Et ça, Pro-am. c'est une chose qu'on a toujours faite. On n'a jamais compétitionné dans la même catégorie. Contre l'autre? Jamais. Ça, je pense qu'on ne se l'est jamais dit, mais c'était comme... On n'aurait jamais fait ça. C'était juste naturel de jamais compétitionner l'une contre l'autre. Mais non, c'est ça, la compétition. God, c'était tellement nice. Je pense que ça m'a aussi donné une mini piqûre de compétition. Je le prenais vraiment comme du fun. Oui. Donc, c'était un peu mon mindset à l'époque. J'avais 14-15 ans. Je commençais à être une adolescente. Donc, tout ce que je faisais, c'était plus comme pour le fun, pour me détendre de l'école, parce qu'on était... Je venais comme j'étais à HB, au PEI, fait qu'on avait beaucoup de devoirs, on avait beaucoup de choses à faire, choses que tu as vécues aussi, là. Mais moi, j'avais la danse pour comme, me changer les idées. Mais c'est là que j'ai réalisé que je voulais pas nécessairement faire ça de ma vie, faire de la danse. Dans le sens que j'ai toujours aimé faire d'autres choses en même temps que la danse. Mm-hmm. Puis c'est ça que j'admirais beaucoup d'Adriano, c'est qu'à un très jeune âge, il était super déterminé et ambitieux. Tu sais, il voulait tout le temps pratiquer, il voulait qu'on on voulait faire tel projet. Puis, tu sais, moi, j'étais plus comme, je sais pas, tu sais, je dois faire telle affaire avec mes amis, puis tout ça. Fait que, non, c'est là que ça m'a comme donné mon premier challenge de, comment je vois la danse dans ma vie. Puis pour moi, c'était quelque chose que je voyais comme un hobby. Un passe-temps. Un passe-temps, c'est ça. Puis que je voulais quand même me concentrer sur d'autres choses. C'est là que nos chemins se sont divisés. Puis honnêtement, c'était comme, encore une fois aussi, comme meant to be, parce que quelques mois plus tard, il a rencontré Samantha, qui était aussi a child dancer à Chilital. Puis c'est là qu'ils sont devenus partenaires. Bon, donc, shout-out Adriano et Samy, si vous nous écoutez. Donc moi, l'avenue que j'ai prise et que j'ai réussi à avoir grâce à cette expérience-là, c'est que j'ai pu finalement joindre la troupe amateur. Tu as pu finalement nous rejoindre. Finalement rejoindre Amé. Avec une chorégraphie incroyable aussi. Puis éventuellement, cette chorégraphie-là est devenue tellement populaire. Jennifer Aucoin, donc Jennifer Aucoin l'a organisatrice. demandé. Par contre, il y a d'autres gens qui se sont rajoutés, dont Libertad. Arlene puis Trevor. Steph. C'est là aussi que... oui, c'est la première team avec Rania aussi. Tony. Panda Tony, pour ceux qui connaissent sa chaîne YouTube. Et les autres personnes qui avaient fait aussi la première version du Dirty Dancing, Dara, puis Robin. Ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment comme une belle clique.
Fast forward, j'en ai fait une couple de troupes amateurs chez Saint-Tropez. Je pense que... Quand tu as commencé Descarga, c'était quelle année? Ben c'est ça, à un moment donné, justement, les gens de la team amateur, on était prêts à passer au niveau suivant. Mais le niveau suivant, c'était la troupe professionnelle. Ouais. Et là, on était comme, on n'est pas encore là. On n'est pas dans la troupe professionnelle encore. Et là, on est rendu en 2009, 2009-2010. Et c'est là que Saint-Tropez a créé une troupe juste pour nous, la troupe semi-professionnelle, qui s'appelle jusqu'à maintenant Descarga, qui existe encore. Donc, on a été les premiers. Je suis très, très fière de dire que j'ai fait partie de la première team Descarga de Saint-Tropez. Et ça a été dirigé par Sonia, par Maurice, principalement. Puis éventuellement, il y a d'autres profs, chorégraphes, David Laplagne qui se sont ajoutés et d'autres danseurs aussi. Donc, c'était une team, pour ma part, qui m'a amené vraiment un niveau encore plus de qu'est-ce que je pensais avec qu'est-ce que j'ai vécu avec la team amateur. Ça, c'était flagrant quand même, le niveau qui augmentait dès la première chorégraphie, des tours à une jambe, des spins, des patterns compliqués. Des lifts. Si là, j'ai été introduite au lift. C'est vrai. Je peux vous dire que les lifts, ce n'est pas vraiment ma force. Toujours eu peur. Que j'aime pas vraiment ça, en fait, me sentir la tête en bas. Mais c'était quelque chose que je voulais essayer. Donc, bref, avec Descarga, on a vraiment... personnellement, j'ai vraiment grandi en tant que danseuse. Mais toi, tu continues avec la troupe amateur. Ben, c'est ça. Puis la team amateur... Le niveau augmentait vraiment d'année en année. Ouais. Puis je n'ai jamais senti que j'étais pas challengée. C'est sûr que des lifts puis des tricks commençaient à rentrer de plus en plus dans la team amateur, ce qui donnait beaucoup plus de challenge. Le monde de la salsa évoluait aussi. Exact. Donc on évoluait avec. On n'a pas parlé de ça encore, mais le World Latin Dance Cup, il venait de commencer. Avant, il y avait le ESPN. Mais là, c'est ça, ils avaient changé de Les amateurs n'étaient pas encore là. Non, donc, c'est après ça, avec le World Latin Dance Cup, que les amateurs ont pu commencer à plus se développer. Puis, justement, je pense que c'est là que les amateurs ont commencé à faire des trucs plus sérieux. Exact. Ouais. Beaucoup plus... D'ailleurs, ça me fait rappeler, puis ça, je me souviens plus nécessairement la séquence de tout ça, mais pendant que je faisais la troupe amateur, j'ai fait un autre programme aussi. Oui. Mais, et moi aussi, j'ai fait d'autres programmes. Et toi aussi. Mon deuxième enseignant, c'était José, aussi enseignant qui venait d'arriver du Mexique, qui a commencé à enseigner à Saint-Tropez. Ça a été aussi ton enseignant, ton premier. Mon premier... Non, mon deuxième. Ton deuxième programme. Oui, parce que j'ai fait avec Rodolfo aussi, mon premier programme. Et mon deuxième programme avec José. Mais encore une fois, moi, j'aimais pas... Ça me mettait vraiment hors de ta zone de confort. Zone de confort de faire des T'avais programmes. plus de difficultés, ouais. Exact. J'en ai pas fait beaucoup, mais avec José, qu'est-ce que j'ai aimé? C'est que c'était une salsa très rapide et on a incorporé beaucoup de lifts. De lifts aussi, tu t'étais challengé avec cette exact. Ça, c'était mon goal pour ce programme-là. Ouais. Encore une fois, on one, si je me trompe pas. Oui, c'était encore une période très on one. Écoute, j'ai été introduite au On2 en 2007 à Toronto, au Canada Salsa Congress, mais malheureusement... Mais en cours. Dans les workshops. Oui, c'est ça. Mais malheureusement, je pouvais pas vraiment le pratiquer. Mais, autre fait important, c'est pour ça que je le mentionnais, c'est que mon premier programme On2, c'était avec David Cepeda, qu'on appelle Zep. Fait que, pour ceux qui le connaissent, c'est une personne quand même connue de façon mondiale. À l'époque, par contre, il était pas encore un champion du monde, si je ne me trompe pas. Ben, il était, c'est sûr, champion au Mexique. Oui. Puis David et sa partenaire Paulina, qu'on connaît beaucoup maintenant puisqu'elle a déménagé à Montréal quelques années après, ils habitaient même pas à la même place. Paulina était encore au Mexique, puis Zep était encore... il enseignait à Montréal. Ouais. Parce que David, il vivait au Canada, je pense, je sais pas dans quelle ville, mais dans l'ouest canadien. Calgary, et après ça, je pense. Mais après ça, il est venu vivre à Montréal. Et c'est là que, boum, boum, tout a commencé avec les programmes. Ben, le On2 aussi, je trouve.
tu sais, il a apporté cette vague de Unto, de vouloir faire plus de Unto, chose qui était super popularisée à New York, là, on s'entend. Ouais, puis il a amené aussi beaucoup de nouveaux lifts, je trouve. Trick, aussi. je dirais même plus. Ouais. Chose différente, parce que dans les compétitions, un trick peut être permis dans une catégorie non cabaret, donc tu touches encore le sol. Au sol. Un lift, c'est quand les 2 pieds de la fille ne touchent plus le sol. Exact. Puis ce que j'aimais, c'est que, en fait, David et Paulina étaient champions non cabaret, parce que les catégories cabaret existaient déjà. Exact. C'est là qu'ils ont commencé à faire la distinction, mais avant, il n'y en avait pas de distinction. C'est ça. Mais c'était super intéressant parce que ça permettait une créativité super différente entre une chorégraphie non cabaret, donc standard, où est-ce que c'est plus concentré sur les partner work et trick, que moi j'adore. J'adore quand c'est fluide, trick et partner work et shines. Versus cabaret, où est-ce que ça demande un skill set différent à certains niveaux parce que tu as plus de lift et tout. Bref. Alors, c'est ça. Programme avec Zeb, il a introduit des tricks, il a introduit le Unto, il m'a introduit des lifts. Il y a un lift en particulier que j'ai encore des cauchemars parce que il me lançait dans les airs puis il fallait juste que je priais puis genre il fallait qu'il m'attrape. Exact. Fait que vraiment un challenge différent. Mais cette choré-là était de un malade mental. De deux, ça t'a permis d'aller chercher beaucoup, beaucoup plus et même de challenger à participer au fameux Canada Salsa Congress et t'as pu avoir la première place. Oui, j'ai eu ma première... En fait, avec cette chorégraphie-là, c'était malade. Je sais pas si c'était le on-two, bref, je remarquais que je m'étais améliorée, mais pas à ce point-là, mais comme MSI, première place, je pense même à Québec Salsa Fest, il y avait une petite compé, puis j'avais eu la première place. Puis là, CSI, première place, c'était juste malade comme expérience. C'était comme vraiment un des moments où est-ce que je me sentais le plus fière de moi et que je voyais comme à quel point comme je pouvais aller chercher plus. Fait que définitivement, grateful. Exact. Puis en voyant qu'avec David et Paulina, maintenant à Montréal, on pouvait aller chercher un petit peu plus, ben on a décidé de changer. Ça, c'était un gros milestone pour nous. Une chance qu'ils faisaient leur cours à l'école de Saint-Tropez, parce que je pense qu'on aurait eu la difficulté de quitter. Ouais. Mais c'est ça, éventuellement, Descarga, c'était plus... l'équipe avait un peu changé, puis tu voulais voir ailleurs, tu voulais voir autre chose, un défi différent. Exact. Puis je pense que c'était le bon temps. On est rendu en 2013. C'est l'opportunité aussi qui est arrivée devant nous. C'était one in a lifetime. Parce qu'on ne savait pas combien de temps Paulina allait rester. On ne savait pas combien de temps David allait rester aussi. Ils sont donc, sur leur visa de travail. Hein, exact. On a fait des auditions, puis ils avaient une troupe amateur, une troupe pro-am. Pro-am ou semi-pro? Semi-pro, parce qu'ils ne dansaient pas eux avec. Il n'y avait pas de pro-am, excuse-moi, il n'y avait pas de pro-am encore. Non, c'est une équipe semi-pro. Exact. Et bien, Libertad et moi, on a auditionné, puis on a été choisis dans la même team. Cool. Pour vrai, là, ça, c'était la vraiment première team qu'on faisait ensemble. Depuis, oui, les amateurs, on le faisait ensemble. On en a fait quelques-uns, mais c'était des gros groupes. Alors que là, c'était 4 couples. 4 couples. Puis on s'était appelé Los Perezosos parce que la réalité, c'est que comparativement à la façon disciplinée que les gens au Mexique font de la danse, on n'était pas aussi disciplinés et vraiment focus. On l'était parce que... À notre niveau. Exact. Parce que j'ai retrouvé quelques vidéos aussi, donc on pratiquait. On pratiquait vraiment beaucoup, mais comme Libertad l'a mentionné, puis je vais le rementionner encore une fois, nous ici, on n'avait pas que la danse comme priorité. C'est ça. On avait l'école, donc j'étais à l'université dans ce temps-là. Libertad, t'étais au cégep. Cégep, dans mon domaine de travail maintenant. Fait que je faisais une technique. Fait que les deux, on était quand même on était quand même carriéristes, là. Oui. En fait, on avait tellement de choses à faire à l'école. Moi, j'étais au bac en biochimie. J'étais au travail par-dessus comme ça. Mais encore une fois, la danse, c'était comme... Il y avait une grosse place. Oui. On lui faisait certainement une très grosse place. Donc, on pratiquait beaucoup. Mais c'est vrai que comparativement à d'autres équipes, peut-être qu'eux, ils ont eu au Mexique, c'était un petit peu moins
moins de travail, I guess, ou moins de pratique que là-bas. Donc, comme un jeu de mots, ils nous avaient appelé perezosos, ce qui veut dire les paresseux. Les paresseux. Qu'on l'a pris honnêtement avec humour, puis c'est jusqu'à ce jour quand on spot les gens qui faisaient partie de l'équipe à l'époque, on dit « Hey, perezosos! Ouais. » Vraiment, des très belle souvenirs. époque. Ouais, des beaux souvenirs, puis ça nous a permis aussi... on n'a pas performé tant que ça, on n'a pas fait de compétition. Pas beaucoup de gens, je pense, ont vu cette choré qui était magnifique. Incroyable. Magnifique. Et je pense que c'est la choré que, à ce jour, qui avait le plus de lift and trick. En 2 minutes. Tu sais, c'était quoi? C'est ça, 2 minutes, peut-être, et quart. Et même maintenant, là, dans les derniers qu'on a fait, on faisait comme 2-8 ans trick, 2-8 ans lift, 2-8 ans quelque chose. Fait que, honnêtement, trop cool comme expérience. Ouais, vraiment, vraiment enrichissant comme team, mais c'est la seule, je pense, session qu'ils ont eue. Exact, c'est ça. Puis heureusement qu'on a pris cette chance-là parce que j'avais comme un pressentiment que, tu sais, soit qu'ils allaient voyager, puis c'est ça qu'ils ont fait. Hein, ils ont commencé à voyager. Ils ont commencé à gagner. Ils ont commencé à gagner toutes les compétitions, donc ils voyageaient par-ci par-là, donc ils avaient presque plus le temps pour faire une équipe. Diriger, parce que ça prend du temps, guys. Ça prend du temps pour diriger. On pourra en reparler. Oui. Donc, voilà. Donc, on avait quitté Saint-Tropez pendant ce temps. Ouais. Mais les pratiques étaient à Saint-Tropez. Ouais. Mais on avait arrêté de s'engager dans les projets de Saint-Tropez. Exactement. Amit a été enseignante pendant un bout aussi à l'école. Donc, tu avais à l'école de Saint-Tropez. J'ai enseigné 3-4 ans là-bas. J'ai eu ma formation comme enseignante, comme professeure de danse latine. Puis j'ai adoré ça. C'est là que tu as eu la piqûre pour l'enseignement, si je me trompe pas. Exactement. Et c'est justement après mes études de biochimie que j'ai tout de suite embarqué dans mes études d'enseignement au secondaire. Yes. Donc, des milestones quand même importantes comme dans notre vie. Mais là, on était rendu quoi, en l'année 2013? On est encore dans 2013 parce que justement après notre... 2013. Après la fin de ce travail... C'est une saga très salsa. Oui, mais elle s'achève. Ouais, ça ferme le dossier quand même. Qu'on va revoir un peu après, un peu de salsa plus tard. Mais c'était pas comme avant. Mais bref, après notre projet avec David et Paulina, on a eu une autre opportunité. Ça s'est enchaîné. Exactement. En quelques mois. Puis ça, il faut que je fasse une petite parenthèse parce que cette opportunité-là était tellement alignée. Elle était faite pour moi. Moi, quand j'ai commencé à danser, j'étais accro à YouTube. Ça, je l'ai dit tantôt. Et je faisais beaucoup de recherches, particulièrement sur les enfants qui dansent. J'avais vraiment une obsession parce que j'avais pas de représentants tant que ça dans le scene. Donc, je cherchais sur YouTube. Puis, il y avait une école en particulier que je regardais tout le temps et je cherchais tout le temps des nouveaux vidéos de leur école qui s'appelait Alma Latina. Parce que je les aimais tellement. Là, on parle de 2007. On recule, là, c'est ça. Parce que YouTube a commencé en 2007, puis c'est là que Libertad a commencé à juste être sur YouTube. Je m'en souviens, elle restait jusqu'à tard, puis elle me disait « Ami, j'ai trouvé des jeunes qui dansent au Mexique, viens voir ça. » Et j'avais une obsession pour les danseurs de Alma en soi, mais même toutes les teams. Je pense que si tu retrouves ton YouTube de ce temps-là, tu vas avoir tout dans tes favoris. Si tu repenses aux costumes qu'on faisait nos compétitions, avec mon Am avec Adriano, ton Pro-Am avec Rodolfo, c'était tous des costumes que j'avais dessinés parce que j'aimais aussi beaucoup faire du dessin, puis j'avais une aspiration pour du design de mode à some point. Donc, je faisais les costumes, je les dessinais, puis mes tantes qui inspirées. Oui, mais les costumes étaient inspirés de costumes de team ou de couple mexicains, justement dans des compétitions au Mexique, Mexicali, Fusion. Je me souviens, là, notre costume était, je pense, Fusion Salsa Team, quelque chose comme ça, il était inspiré de l'équipe à Aldo. La team Fusion, oui, je m'en rappelle. Fait que, vraiment, obsession pour les danseurs mexicains, puis particulièrement Alma Latina parce qu'il y avait des enfants. Il y avait des équipes d'enfants et il y en avait une en particulier que c'était la chanson d'Extreme, je pense. Qui était bachata. C'était moitié salsa, moitié bachata. Et c'était malade. Cette chorégraphie, à ce jour, je la regarde, le niveau
est encore impressionnant. Parce que c'était un des enfants, mais deux aussi parce que les enfants avaient une technique malade. La technique, c'est là, en fait, que... Oui, on avait de la technique à Saint-Tropez, mais ça, c'est comme un autre niveau de technique. Mais les Mexicains ont toujours eu vraiment 2-3 coches de plus que beaucoup de danseurs. On va revenir à notre opportunité, à notre offre qu'on a eue. Fait que la parenthèse fermée, Alma Latina Obsession, for sure. Donc, qu'est-ce qui arrive en 2013? Ben, l'été 2013. L'été 2013, il y a une petite vague nouvelle qui arrive à Montréal et à d'autres places dans le monde. C'est les franchises. Mm-hmm. Donc, il y avait non seulement il y a les franchises, mais il y a aussi l'époque, tu sais, comme le trend de bachata qui commençait à évoluer. Oui, en fait, la bachata est arrivée, je dirais, à Montréal 2011-2012. Tu te souviens, j'ai fait une petite choré pro-am avec mon élève en 2012. Oui. C'était une des premières, en tout cas de ce que nous, on avait comme visibilité. Et il y a eu quelques danseurs aussi de Montréal qui avaient fait une team de bachata. Celle-là, je m'en souviens. Pour moi, ça, c'est à mon souvenir, ça, c'est la première équipe de bachata que j'ai vue. Ça, c'est en 2012. 2012. 2012, je me rappelle, on était encore à Saint-Tropez, puis on a fait comme, oh wow. C'était différent. C'était de la bachata. Personne n'avait osé de faire une chorégraphie de bachata. Tout le monde faisait de la salsa. C'était la première fois que je voyais de la bachata à Montréal. Saint-Tropez aussi a fait une choré en bachata, je m'en rappelle. Et en fait, dans notre tête, c'était juste, OK, bachata, bachata, bachata. Mais qui voir pour faire de la bachata? On ne savait pas encore. Mm-hmm. Puis, il faut dire qu'avant, la bachata était plus perçue comme une danse entre deux salsa, tu sais, pour prendre un repos. Donc, les patterns n'étaient pas si évolués. Développés. C'était pas autant comme à la vue, tu sais, être impressionnant. C'est agréable à danser, mais c'était pas nécessairement impressionnant. Puis, je pense qu'à 2012, c'est là où est-ce que ça commençait à être plus complexe comme mouvement. Les gens commençaient à intégrer des mouvements plus de modernes. Et Alemana qui ont vraiment... ils ont mis bachata sur la map en termes de danse, avec leurs vidéos en blanc et en jean sur Extreme. Je suis sûre que les gens connaissent la vidéo. Ataka et Alemana ont mis la bachata sur la map et ça a été un boom. Exact. Puis ça a été la première franchise qui est arrivée à Montréal aussi. Exactement. Ellen Touch, c'était la première franchise qui est arrivée à Montréal. Donc, c'est vraiment ça qui a comme commencé la vague de franchises. Si je me trompe pas, je pense que c'est Christian qui a commencé à Ellen Touch. Exact. Puis il y a aussi, dans la même vague, il y a eu Daniel et Désiré. Ouais, DND. Avec Maude. Exactement. Fait qu'on était comme les personnes qui avaient fait, qui ont commencé les franchises, puis en plus c'était de bachata. Mais pour Alma Latina, dans le fond, vu que Renaud a eu un contact avec Gabi, et qui désirait commencer le concept de franchise, elle aussi, elle a vu une opportunité. C'est comme ça que ça a commencé. Oui. Alma Montréal est née de cette façon, avec une petite conversation avec Renaud et Gabi, Sergio, et... C'était à Las Vegas, si je ne me trompe pas? Las Vegas Salsa Congress, je me rappelle très bien parce que Renaud, il capotait quand il nous a dit cette nouvelle... tu sais, c'est ça, on était amis, puis comme... faut dire qu'on était amis avec Renaud qui faisait partie de Descarga aussi. Oui, exact. On était amis bien avant ça parce qu'on n'a pas nommé, mais j'ai aussi fait... Oui, c'est vrai, t'avais fait une sorte de am-am. Parce que dans ce temps-là, on était encore amateurs. 100%. Et chorégraphie faite par David et Paulina. Ah, c'est vrai. On l'a performé une fois. On peut peut-être mettre un snippet aussi. On a la vidéo. On verra. Bref, on avait comme, c'est ça, ils savaient qu'on aimait allemand. Exact. On en parlait aussi dans les conversations. Et Renaud faisait partie justement de Bisuave. Exact, c'est ça. C'est une des personnes qui avait entamé cette team de bachata à Montréal. Fait qu'il y avait déjà l'intérêt pour la bachata. Il voulait faire la bachata. Nous aussi, ça cliquait. Et on a commencé. Malheureusement, moi, j'ai pas pu intégrer la team tout de suite, parce que j'ai eu un stage à l'école à faire. Donc, Libertad s'est occupée
Ah, moi, j'ai pris l'opportunité avec grand plaisir. Là. Il y avait, tu veux que je fasse allemand? Of course, je veux faire allemand. Puis ce qui était intéressant, c'est que c'était ma première expérience comme coach. Je l'avais pris un peu plus comme assistante de Renaud pour la première Mais chorégraphie. tu as pu prendre ta place quand même. À travers les années, c'est ça. En fait, j'ai réalisé que j'avais tellement vu la vraie équipe du Mexique performer que j'avais quand même une plus-value à enseigner à Alma Montréal. Je connaissais full bien leur style, même si moi-même, j'avais besoin de me train encore beaucoup Puis pour ça, le l'atteindre. training, on va en parler, là, mais ils nous envoyaient des vidéos de training, puis il fallait le faire à la maison avec des vidéos, puis même avant de connaître la chorégraphie, il fallait se train de la Il fallait technique. savoir la base. Exact. Il y a une technique pas mal spéciale, un style très, très unique à Alma Puis Latina. c'est ce qu'on aime. Et c'est ça. C'est ce qu'on aime, c'était un plaisir d'apprendre d'eux directement aussi, parce que à travers les années, Alma Latina a fait plusieurs franchises, dont Alma Montréal et notre franchise sœur Alma Toronto aussi. Éventuellement, il y a eu Alma Vancouver et d'autres teams partout dans le monde. Mais nous, entre 2013 et 2019, avant le COVID, on est allé une couple de fois au Mexique s'entraîner. 100%. Puis c'était nécessaire. Et même qu'on a même réussi à encourager, à motiver plein de nos danseurs à y venir avec nous. Totalement. Donc, on allait surtout au Campamentos de Verano. Oui, un training d'été. Classique. Super le fun aussi, maintenant que j'y pense, parce que c'était le Campamento de Verano, puis après, il y avait le congrès de Rosarito. Exact. Donc, Puis Rosarito, après ça, il y avait un training pour les directeurs. Donc, des fois, Renaud et moi, c'est déjà arrivé qu'on est resté un mois, là. Ben, plus qu'un mois, des fois. Donc, c'était intense. C'était des 8 à 10 heures, mais on aimait ça. Ah, 100%. On y allait 2-3 fois par année, là. Pour vrai, comme Golden Years, c'était vraiment le fun. Puis en plus, c'était sûrement des années où est-ce qu'en très peu de temps, on a appris le plus parce qu'on est sorti de Montréal. Puis c'est ça, on encourage tellement les gens à aller comme et on pouvait ramener tout ça ici, entraîner nos étudiants à nous. Et, avoir une méthodologie claire aussi, parce que des fois, il y a des très, très bons danseurs, et ce qui est difficile, c'est de transmettre ça de la bonne façon à d'autres personnes pour que ça soit efficace. Exact. Ils nous créaient un curriculum, et nous, on apportait ça, on amenait ça avec nous à Montréal, et on suivait le curriculum à la lettre. Ouais. Donc, débutant, intermédiaire, avancé, on savait quelle chorégraphie, ça, il faut dans cette chorégraphie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants qui disent « Ah, mais pourquoi je ne suis pas dans cette team? » Mais c'est parce qu'il te manque ça. C'est selon le curriculum. Donc, il nous fallait absolument suivre. Il nous faut suivre encore ce curriculum-là parce que sinon, ben, on pouvait perdre les chorégraphies de haut niveau. Puis c'est ça, dans notre apprentissage, dans notre l'éthique de travail qu'on a appris à travers les années, nous ont vraiment aidé aussi à faire ça parce que l'idée, c'est de pas sauter des étapes. Si des personnes, ça leur amène rien de sauter des étapes pour leur danse. Donc, honnêtement, ce curriculum, cette façon d'enseigner, c'était vraiment, ça matchait full avec la façon que nous, on voulait enseigner. Exact. C'est une des choses qui m'a beaucoup plu chez Alma Latina. Deuxième chose, c'est qu'on a pu connaître beaucoup de monde. Oui, plein de gens de partout dans le monde. Pas seulement du Mexique. Les gens du Mexique sont vraiment incroyables. Mais on a pu connaître aussi des danseurs d'Europe. De Singapour. Loin. On a des amis en Asie. Tu as performé, il me semble, quand tu étais à Singapour. J'ai eu la chance de performer avec Alma Singapour. Exact. Ça donnait des opportunités et même des danseurs à nous, quand nous, on ne voyageait pas, eux voyageaient à X pays, pouvaient performer avec la team comme une personne d'ici, pouvaient aller à LA, de performer avec Alma LA. Alma Japon, on a eu des pas seulement nos étudiants, nous, mais des connaissances qui... Ah, il y a Alma Japon, OK, on va performer là-bas. Ah, il y a Alma... On pouvait performer où est-ce qu'on voulait. Donc, c'était vraiment une expérience spécifique à ça, à Alma. Donc, ça ouvrait l'opportunité à voir la danse d'une autre façon, voir le style d'autres pays, pouvoir voyager, joindre
la passion de voyager avec la passion de la danse. C'est sûr qu'une franchise, c'est différent qu'avoir une équipe originale, mais ça a tellement apporté du bon pour nous que vraiment, c'est our longest relationship avec un projet de danse, 2013 à 2019. Puis je mets une petite closure à 2019 parce qu'il y a eu le COVID en 2020. Exact. 2020, c'était très short. Hein? On finissait notre chorégraphie. On était à 2 semaines de la finir au mois de mars et on était en train de la préparer justement pour Madissimo Madness et ça allait être notre première. Donc, on allait vraiment la performer très bientôt et c'est ça. Donc, avec la COVID, on a dû prendre une pause. Une grosse pause forcée. Vraiment. Puis ça, c'était un moment quand même plus dark, disons, dans notre cheminement de danse. Parce que la réalité, c'est que étant donné qu'on ne vivait pas de la danse, on ne gagnait pas notre vie avec la danse. Donc, on avait nos travails on the side. Et avec le COVID, l'interdiction de pouvoir sortir, plus de show, plus de social, plus de cours, impossible de poursuivre, malgré... On a quand même essayé. On a fait des cours en ligne, mais en fait, non, j'ai dit on a essayé un petit peu, on a pas mal essayé, en fait, maintenant que j'y pense. On a duré quand même beaucoup de mois. On a essayé, mais malheureusement, c'est ça. La motivation, elle était plus aussi présente qu'en présentiel. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Puis en plus, quand, à un moment donné, on avait le droit de réutiliser des studios, je me souviens qu'on avait aussi on avait essayé de revivre les équipes avec les masques et tout. Mais encore une fois, c'est ça. Je pense que d'autres personnes... Le gouvernement changeait constamment de loi ou de règlement plutôt. Et en fait, les studios fermaient, ils rouvraient, ils refermaient, ils rouvraient. Et à un moment donné, ça devenait plus stable. C'était aussi pour notre santé mentale. Je pense que tout le temps, penser qu'on est proche de revivre ce qu'on aime, parce que ça reste que c'est une grande partie, c'est une passion qui prend beaucoup de place dans notre vie. Ouais. Donc, tout le temps, penser que on va pouvoir commencer, puis après, se le faire enlever. Je pense qu'à un certain point, nous deux, on était comme, OK, c'est fini. Tu sais, c'est fini pour l'instant, de façon plus permanente. Et on s'est dit, si on recommence pour de bon. Exact. Et on ne va pas arrêter. Donc, 2021, 2022 a passé. Et là, ça devenait normal dans le gouvernement. Puis... Mais Alma Montréal n'est pas revenu. Non. Donc, en parallèle, en 2019, j'avais aussi commencé un autre projet. C'est l'enseignement avec l'école Swave Connection, l'enseignement de la bachata fusion. Puis qui a complètement aussi arrêté pendant la COVID et que j'ai eu la chance aussi de recommencer tout de suite après. Exact. Puis parmi tous nos challenges, non seulement on devait reprendre l'équipe d'Alma Montréal, mais tu devais aussi reprendre ton enseignement de Swift Connection en parallèle, chose que vous avez aussi fait à distance, si je ne me trompe pas, un petit peu pendant le COVID. Ça aidait quand même que Kevin soit ton conjoint et colocataire. Tout à fait. Donc, c'est vraiment grâce à ça qu'on a pu faire les cours de danse en ligne à travers des plateformes Facebook, Facebook Live. Ouais. Et quelle époque. Par la suite, on a pu recommencer à aller au studio, à Espace des Arts, notre maison. Puis, c'est ça, beaucoup de travail. Donc, un peu plus simple de reprendre ce genre de cours, finalement, parce que c'était surtout comme des cours sociaux et non chorégraphiques. Exact. Donc, un peu plus atteignable à ce niveau-là. Pendant ce temps-là, quand tu as repris Swave, Alma était encore on hold. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Progressivement, là. Exact. Ouais, c'est beaucoup. C'est ça, en 2019, ce qu'on oublie de dire, c'est que, avec toutes les équipes qu'on avait, t'avais aussi ce projet-là. Ça fait quand même beaucoup de choses à gérer. Je pense qu'on a, si je me trompe pas, là, en 2019, t'avais atteint un pic d'écœurantite presque. C'était beaucoup de choses dans ton assiette. Beaucoup, beaucoup de choses. Mais en même temps, j'aimais ça. Et comme j'étais... en fait, je suis la partenaire de Kevin, donc j'avais pas à gérer
l'administratif que je devais gérer à Alma Montréal, en partie. Donc, ça, j'aimais ça chez Swift Connection parce que je faisais partie du staff. Exact. Donc, fast forward, là, on arrive plus proche du début de la revival de Alma Montréal, où est-ce qu'on a contacté tout d'abord les ladies, parce que ça faisait juste plus de sens. Pour plusieurs raisons. On a commencé par les ladies, je trouve que c'était beaucoup plus... on a trouvé que c'était beaucoup plus facile de recommencer avec toute la COVID et tout ça, de danser individuellement, que de recommencer tout de suite avec les couples, parce qu'il y avait encore des restrictions et tout ça. On le mentionne pas assez, mais vu qu'on était 3 directeurs pour Alma Montréal, c'est aussi beaucoup de travail à être synchronisés les 3 ensemble, nos calendriers, se mettre d'accord à prendre les chorégraphies, se mettre d'accord sur les cours qu'on va donner. Donc, c'est sûr qu'il y a du travail en amont pour commencer les équipes. Puis on a un peu parlé aussi, dans les dernières années, de qu'est-ce qu'on a fait, mais on avait, entre 2020 et 2023, on a eu d'autres projets aussi. C'est ça, on s'est comme remis sur d'autres petits projets qu'on aime. Il fallait absolument soit mettre en pause nos autres projets ou soit les terminer pour qu'on puisse recommencer notre plus grand projet de la vie qui est Alma Montréal. Et petit peu par petit peu, donc on n'a pas commencé tout d'un coup avec les 5 teams. Équipes qu'on avait. C'est ça, parce que rendu en 2019, je pense qu'on avait atteint... il y avait des sessions où est-ce qu'on avait facilement 5-6 équipes. Et les Lady Styling avaient 2 niveaux. La bachata avait 2 niveaux aussi. À un moment donné, on avait un man styling que Renaud dirigeait. On avait aussi fait du cha-cha à un point. Donc, je mélange un peu le tout, mais on avait quand même en parallèle. Exact. Et de recommencer tout ça d'un coup, c'était beaucoup de travail, beaucoup d'organisation. Et je pense que c'était beaucoup plus facile, juste pour nous deux, de nous adapter à notre horaire. Renaud avait entamé justement d'autres projets de son côté, mais ça a été beaucoup plus facile de juste boucler la boucle parce que je voulais vraiment terminer les chorégraphies qu'on avait commencées en 2019. Ça, c'était vraiment notre objectif qui nous a aidés à pousser le tout. Parce qu'on va se le dire, il y avait une grosse machine qui était en place entre 2013 et 2019. Non seulement on avait nos façons de travailler qui étaient synchronisées, on savait quand apprendre les chorés, l'enseigner, on savait quel studio on avait l'horaire qui était déterminé, les costumes étaient faits au Mexique. Donc, il y avait un système en place. Quand nous, on a arrêté, Alma Latina aussi a arrêté. En fait, de façon vraiment même plus permanente que nous, leur propre studio a cessé d'exister, exactement. Donc, avec tous ces petits obstacles qui étaient dans notre chemin, c'était certain que Il y a eu plusieurs obstacles à Alma Latina au Mexique, dont malheureusement le décès de la gérante. Aussi. Ce qui a vraiment compliqué le côté administratif. Puis aussi, émotivement, c'était clairement un moment difficile pour eux. Exact. Puis... Donc, recommencer cette grosse machine, ça a pris du temps, mais beaucoup de travail. Puis, on l'a fait. Et je remercie les filles qui étaient là à 100% avec nous, malgré toutes les années qu'ils ont dû attendre pour justement performer cette choré-là. Ces 2 chorés-là, on avait une team Ladies Amateur puis une team Ladies Pro-Am. Et donc, ça a bien fini. On a performé, je pense, en novembre 2023 au Bachata Salsa Fest de Montréal. Exact. Montreal Bachata Festival. C'est ça, Montreal Bachata Fest. C'était notre premier spectacle depuis le COVID. Ouais. C'était comme si c'était notre premier à vie, ou presque, tellement qu'on était resté dans notre grotte longtemps. Exact. Beaucoup de choses à travailler, jusqu'à ce jour, comme beaucoup de training, beaucoup de choses à rattraper que le corps, quand tu arrêtes de l'entraîner, ne peut plus faire. Donc, on est encore dans ce cheminement, je pense, avec Amy. On est toujours dans ce cheminement-là. Notre tête, elle pensait qu'on était encore capable de faire certaines choses et blessure. En tout cas, de ma part, j'ai eu blessure après blessure. Puis là, j'ai appris... Ça va mieux, c'est ça. On apprend à comme mieux
danser avec le corps qu'on a quelques années après. Oui. Puis, tu sais, peut-être adapter aussi notre horaire par rapport à comme notre cheminement depuis aussi, parce qu'on a évolué comme au travail, on a évolué dans notre carrière et tout. Exact. Donc, c'est ça. On a recommencé. Puis là, la dernière saison qu'on a faite de Alma Montréal, c'était aussi une chorégraphie de couple qu'on avait laissée de côté pendant le COVID. Donc, c'était encore un autre milestone d'achever. On a repris contact avec Gabi. Bref, donc, toute la portion Alma Montréal de notre histoire est encore en cours. Donc, c'est super le fun. Je pense que ça nous amène au moment présent. C'est fou qu'en 2024, OK, on vient de finir la Corée qu'on avait commencé en 2019. C'est ça. C'est fou. Donc, oui, ça nous a pris beaucoup de temps, mais une chose, puis je pense que c'est une qualité qu'on a, c'est qu'on aime bien faire les choses. On aime que ça soit organisé. Soit bien fait. Que ça soit bien fait. Et les étudiants méritent ça aussi. Parce tout à fait. On a développé à travers ces années, oui, on est des danseuses, mais maintenant, on est aussi des coachs, des enseignantes, et on a tellement de reconnaissance envers les personnes qui nous ont enseigné leur connaissance qu'on ne peut pas le faire tout croche. On peut pas entamer ce genre de projet sans se sentir préparé. Fait que je pense que c'est ça qui nous a un peu comme mis en pause autant longtemps, même si le gouvernement nous laissait. On aime ça travailler intelligemment. Et oui, on a sorti une chorégraphie, on a commencé en janvier 2024 et on était tellement motivés qu'on a pu la sortir prête à performer en avril 2024. Et ça, c'est grâce à Dedication. C'est vraiment nos étudiants, nos élèves avaient tellement une rage de commencer, d'apprendre, parce qu'on avait des personnes aussi qui n'avaient jamais fait Alma avant. C'est une team qui aime travailler, puis on les aime beaucoup pour ça. Fait que c'est là où est-ce qu'on se rend en 2024, au moment présent. Puis, on a encore plein de choses qui vont se passer, qui vont poursuivre notre histoire, mais ça vous amène un petit peu d'où est-ce qu'on vient, puis qu'est-ce qui nous amène à ce projet-là. Vous l'avez entendu tout au long, c'est ça, on aime partager, puis l'idée du podcast, en fait, l'idée était venue pendant le COVID, pendant qu'on ne dansait plus. Puis maintenant, finalement, on a le temps, on a synchronisé nos calendriers pour pouvoir le faire. Puis c'est une nouvelle étape, en fait, pour nous de transmettre ce qu'on connaît, mais aussi permettre aux gens de continuer à transmettre ce qu'ils connaissent eux aussi, mais c'est ça, sur une autre plateforme, d'une autre façon différente. Peut-être vous accompagner pendant que vous faites la vaisselle ou que vous êtes en train de conduire vers votre cours de danse. En espérant que vous allez être divertis et... que ça va motiver aussi. Je pense que oui, c'est ça. Tu sais, avec tout ce qu'on a vécu, on a tellement été chanceux d'avoir des bonnes personnes dans nos chemins. Donc, si on peut être ces personnes-là pour de nouvelles personnes qui ne connaissent pas la scène, qui hésitent peut-être à joindre ou qui côtoient des gens qui sont dans la scène et qui ne comprennent pas trop comment ça se passe, c'est ça, on est là pour vous. On est là et avec nos invités qui vont aussi enseigner, qui vont pouvoir éduquer d'une autre façon que nous. Ben oui, puis que leur cours habituel, 100%. Exact. Fait que c'est pas mal ça. Je pense que ça met quand même fin à cet épisode 0 qui, là, va être édité, mais qu'en vérité, ça nous a pris quand même du temps. Ça nous a pris du temps à le faire. C'est notre histoire. Et on savait pas que ça allait être aussi, pas long, mais aussi le fun à raconter. 100%. C'est vraiment le fun à raconter. Puis... j'espère que vous allez avoir l'occasion de raconter votre histoire aussi éventuellement, peut-être ici. Mais ça nous a fait vraiment plaisir. Merci encore une fois d'avoir voulu nous écouter et j'espère que ça vous a diverti.
N'hésitez pas non plus à nous écrire directement sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter à liberame.danse, qui est notre Instagram de nous deux. Donc, si vous avez des beaux commentaires ou des commentaires constructifs à nous partager, des questions, des idées d'épisodes, vous voulez peut-être participer, nous, on est vraiment là pour ouvrir le micro aux personnes qui ont des choses à dire et qui peuvent être comme apporter quelque chose de valorisant à d'autres personnes. À la scène montréalaise contribuer. Et aux environs. C'est ça. Vous êtes là pour contribuer aussi. On est là. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Fait que merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. On vous voit au prochain épisode. À la prochaine!